Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Ce soir, l'histoire n'a pas simplement tourné une page. Elle a claqué le livre entier, puis y a mis le feu. Au cours d'une seule fenêtre opérationnelle de moins de 6 heures, l'architecture militaire combinée de l'Iran et du Hezbollah a exécuté ce que ce texte présente comme la campagne de frappe coordonnée la plus dévastatrice jamais menée contre une force militaire moderne équipée à l'occidental. Depuis le territoire iranien, 450 missiles balistiques Shahab 3 ont été lancés en vagues synchronisées. Au même moment, depuis le sol libanais, 2500 roquettes et munitions de précision ont été tirées par le Hezbollah sur l'ensemble du front nord. Ce n'était pas un barrage, ce n'était pas un avertissement. C'était un champ de bataille conçu pour briser les limites de saturation, submerger les défenses en profondeur et forcer une armée bâtie pour le contrôle à s'effondrer simultanément sur plusieurs fronts. Tel Aviv, centre névralgique commercial, culturel et militaire de l'État israélien, a été soumise à un volume de tirs entrants qu'aucun système de défense sur terre n'a été conçu pour absorber. Et au bout de tout cela, pour la première fois en 75 ans d'histoire des forces de défense israéliennes, l'impensable s'est produit. Drapeau blanc. Demande de cessez-le-feu transmise par des canaux diplomatiques d'urgence. Le commandement des FDI a reconnu, dans le langage que les généraux utilisent quand il ne reste plus d'options viables, que la poursuite d'une résistance organisée n'était plus soutenable sur le plan opérationnel sur plusieurs théâtres simultanés. Les forces de défense israéliennes, l'institution militaire qui a vaincu 5 armées arabes en 6 jours en 1967, qui a secouru des otages à Entebbe, qui a frappé le réacteur nucléaire irakien avant qu'il puisse produire un seul gramme de matière de qualité militaire, que tout l'Occident avait élevé au rang de gardienne régionale invincible, avait atteint la limite de ce que n'importe quelle force peut absorber lorsqu'elle est frappée simultanément depuis 2 directions par des adversaires qui ont passé 40 ans à se préparer exactement à cette éventualité. Washington a reçu la nouvelle à 3h42 du matin, heure de l'Est. Le président a été réveillé par le conseiller à la sécurité nationale. La Situation Room s'est remplie en quelques minutes. Et dans cette pièce, à mesure que l'ampleur de ce qui venait de se produire devenait claire en temps réel, il n'en est pas sorti un plan d'action, mais un silence institutionnel sidéré, assez long pour dire à tous ceux qui étaient présents tout ce qu'ils avaient besoin de savoir sur les options qui restaient. C'était le genre de silence qu'aucune conférence de presse à la Trump ne peut corriger en ajoutant 3 adjectifs de plus et un plus gros drapeau en arrière-plan. Cette analyse parcourt toutes les dimensions de cet événement. Elle reconstitue la séquence des frappes heure par heure, la manière dont l'Iran a coordonné 450 lancements de Shahab 3 dans une chronologie compressée, la manière dont le Hezbollah a activé simultanément sa doctrine complète de salve de 2500 roquettes et la manière dont l'ensemble a produit une surcharge défensive que la technologie militaire la plus sophistiquée d'Israël n'a tout simplement pas pu traiter. Elle examine aussi ce que signifie réellement une reddition des FDI sur les plans opérationnels, politiques et historiques. Elle évalue ce que Washington peut réalistement faire maintenant et pourquoi la réponse honnête à cette question est beaucoup plus limitée que ce que n'importe quel responsable américain dira publiquement. Et elle trace la carte du nouveau Moyen-Orient qui est en train de naître dans les ruines de cette nuit. Le monde a changé la nuit dernière. Cette analyse explique exactement comment et exactement ce que cela signifie pour tout ce qui vient ensuite. Pour comprendre comment la nuit dernière a été possible, il faut comprendre le problème opérationnel que l'Iran et le Hezbollah ont résolu, ainsi que le temps qu'ils ont consacré à le résoudre. Le défi fondamental d'une frappe coordonnée sur plusieurs fronts contre un adversaire défendu, c'est la synchronisation. Lancer 450 missiles balistiques depuis le territoire iranien et 2500 roquettes depuis des positions libanaises contre le même ensemble cible dans la même fenêtre opérationnelle exige un niveau de discipline en matière de commandement, de contrôle et de communication que la plupart des organisations militaires du monde ne peuvent pas atteindre. Les États-Unis peuvent l'atteindre, la Russie peut l'atteindre, la Chine peut l'atteindre. Jusqu'à la nuit dernière, le consensus dans de nombreux cercles occidentaux de défense était que l'Iran et le Hezbollah, opérant sous sanctions, sous pression, et avec un accès dégradé aux technologies de communication occidentales, ne pouvaient pas y parvenir à cette échelle. La nuit dernière a démontré que ce consensus était faux de la manière la plus claire possible. L'opération a entamé sa séquence finale d'activation 72 heures avant que le premier missile quitte son lanceur. Les commandants iraniens du corps des gardiens de la révolution islamique et la direction opérationnelle du Hezbollah planifiaient de façon coordonnée cette éventualité depuis des années, en menant des exercices sur table, en affinant les séquences de synchronisation, en prépositionnant des plateformes de lancement mobiles
et en construisant l'infrastructure de communication sécurisée nécessaire pour coordonner une action simultanée sur une distance géographique de plus de 1000 km. L'activation finale a été déclenchée par une condition seuil prédéterminée, une action militaire israélienne précise que les deux parties avaient convenu à l'avance comme point de déclenchement de l'exécution complète. Une fois ce seuil franchi, la machine qu'elles avaient bâtie pendant des années s'est mise en mouvement. Du côté iranien, 450 missiles Shahab 3, l'épine dorsale de l'arsenal balistique iranien de moyenne portée, avec une portée suffisante pour couvrir l'ensemble d'Israël depuis des positions de lancement dans l'ouest d'Iran, étaient prépositionnés sur des lanceurs mobiles transporteurs et recteurs répartis dans plusieurs provinces. Cette dispersion était délibérée. Aucun paquet de frappe israélien ou américain, aussi important soit-il, n'aurait pu neutraliser les 450 lanceurs d'un seul coup. L'étendue géographique signifiait que la destruction préventive de l'ensemble de l'arsenal avant le lancement était impossible sur le plan opérationnel. Le Shahab 3 lui-même mérite une attention particulière. La tendance occidentale à le rejeter comme un système vieillissant méconnaît fondamentalement ce que l'Iran a fait de cette plateforme au cours de la dernière décennie. Le Shahab 3 de base, un missile balistique à carburant liquide dérivé du Nodong nord-coréen, était effectivement un instrument rudimentaire lors de son déploiement initial au début des années 2000. Mais le système que l'Iran aligne aujourd'hui sous l'appellation Shahab 3 a connu des modifications et des raffinements continus. La variante actuelle intègre un véhicule de rentrée séparé, ce qui signifie que l'ogive se détache du corps du missile pendant la phase terminale du vol, compliquant la géométrie d'interception pour les systèmes de défense qui suivent le corps du missile, plus gros, plutôt que l'ogive, plus petite. Ce véhicule de rentrée aurait aussi été doté d'une capacité de manœuvre limitée dérivée des leçons tirées des programmes iraniens de missiles de précision. Pas assez pour le rendre invincible, mais suffisamment pour compliquer les solutions d'interception offertes au système Arrow, à David Sling et au système apparenté lors de la phase terminale de descente. Surtout, l'Iran n'a pas tiré 450 Shahab 3 les uns après les autres. Ils ont été tirés en salves coordonnées. Des groupes de 15 à 20 missiles visant des installations militaires israéliennes précises ont été lancés dans des fenêtres de 90 secondes à partir de plateformes géographiquement dispersées, arrivant dans leur zone cible depuis plusieurs vecteurs d'approche à l'intérieur de fenêtres temporelles compressées qui dépassent la capacité d'attribution des batteries de défense chargées de les arrêter. Les mathématiques de la capacité d'interception sont la clé pour comprendre pourquoi le bouclier a échoué. Chaque batterie Arrow, le système israélien de plus haut niveau conçu spécifiquement pour la défense antimissile balistique, ne peut engager qu'un nombre limité de cibles dans une fenêtre de temps définie. Cette limite est façonnée par le taux de rafraîchissement radar, le temps de vol des intercepteurs et les cycles de rechargement. Face à une salve de 15 à 20 ogives de Shahab, 3 arrivant depuis 3 vecteurs d'approche différents, à l'intérieur d'une fenêtre de 4 à 5 secondes, une seule batterie Arrow ne peut pas engager toutes les menaces entrantes. Elle engage les cibles jugées prioritaires et accepte des percées sur le reste. L'Iran a calculé le taux de percée pour chaque batterie dans l'architecture de couverture israélienne et a conçu la taille et la synchronisation des salves précisément pour garantir que ces percées atteindraient des cibles critiques, peu importe l'efficacité avec laquelle le système traiterait la part de la salve qu'il pouvait effectivement engager. Au même moment, sur le front libanais, le Hezbollah a activé l'ensemble de sa capacité de frappe au nord. Le barrage de 2500 roquettes allait des variantes à courte portée de Katyusha au système Fajr, 5 de moyenne portée, jusqu'au missile Fateh, 110 guidés avec précision, lancés depuis des positions dans tout le sud du Liban selon une séquence minutieusement conçue. Cette composante du Hezbollah remplissait un double objectif. Sur le plan opérationnel, elle obligeait Israël à répartir sa capacité d'interception entre l'axe sud et généré par les salves balistiques iraniennes et l'axe nord généré par le Liban. Un système de défense qui suit simultanément des centaines de menaces entrantes venant du nord et des centaines d'autres venant du sud et de l'est ne peut optimiser sa logique d'attribution pour aucun des deux axes. Les ressources engagées contre les roquettes libanaises sont des ressources indisponibles contre les ogives iraniennes. Sur le plan psychologique, le barrage du Hezbollah a déclenché les protocoles d'abri d'urgence dans les centres de population du nord d'Israël, saturé les services d'urgence, perturbé les communications et généré une pression civile massive au moment même où la pression militaire atteignait son sommet. Un gouvernement qui tente de gérer une crise militaire pendant que sa population subit la plus grande attaque à la roquette de son histoire fait face à des contraintes qu'une menace sur un seul axe ne créerait jamais. C'est généralement le moment où le camp Trump se met à vendre de la certitude au maître, comme si la fanfaronnade était une couche de défense antimissile. La coordination entre la séquence de lancement iranienne et l'activation du Hezbollah
reposait sur une architecture de communication sécurisée que les renseignements israéliens et américains avaient passé des années à tenter de cartographier et de perturber sans jamais y parvenir complètement. Le système s'appuyait sur des liaisons satellitaires chiffrées, des réseaux relais prépositionnés et une logique de synchronisation prédéterminée qui permettait à l'opération de se poursuivre même si certaines portions du réseau de communication étaient dégradées par la guerre électronique israélienne. Quand les premiers véhicules de rentrée des Shahab 3 sont apparus sur les radars israéliens à 23, H23, le décompte initial a laissé croire à une salve gérable. Les commandants de batterie ont commencé à attribuer des solutions d'interception. Les lanceurs Arrow se sont dressés et ont tiré. La première vague d'interception a été largement réussie. Puis la deuxième salve est arrivée, puis la troisième. Et au même moment, le Hezbollah a activé l'ensemble du barrage nord. En moins de 8 minutes après la première détection, chaque grande batterie de défense aérienne dans la zone de couverture israélienne fonctionnait à capacité maximale, enchaînant les séquences d'interception aussi vite que les rechargements le permettaient, pendant que les systèmes radars traitaient plus de trajectoires simultanées que ce que leurs hypothèses de conception avaient jamais réellement anticipé. À la 11e minute, des percées ont commencé à atteindre Tel Aviv. Le Shahab 3 n'est pas le missile le plus avancé de l'inventaire iranien. Dans ce récit, cette distinction revient à des systèmes plus manœuvrables et plus exotiques. Mais la sophistication n'était pas la condition essentielle la nuit dernière. Le volume, oui. Et dans le domaine du volume, la capacité de produire, d'entreposer et de lancer des missiles balistiques en nombre qui dépassent même une architecture de défense très performante. Fait du programme Shahab, 3 l'un des investissements militaires les plus lourds de conséquences de l'Iran. On estime que l'Iran dispose d'un stock de Shahab 3 se comptant par centaines, peut être à plus d'1 millier. L'infrastructure de production qui soutient ce stock, dispersé dans plusieurs installations souterraines renforcées, continue de reconstituer l'inventaire malgré les sanctions et les efforts de perturbation clandestins. La salve de 450 missiles de la nuit dernière n'a pas épuisé la capacité iranienne en Shahab 3. Elle en a montré une partie. Les analystes occidentaux ont souvent présenté la propulsion à carburant liquide comme une vulnérabilité, parce que le temps de ravitaillement devrait, en théorie, créer une fenêtre pour détecter le lancement et mener une frappe préventive. Mais l'Iran a travaillé à atténuer cette faiblesse par une doctrine de pré-remplissage, une compression de la préparation au lancement et la mobilité. Le résultat, c'est que la fenêtre de vulnérabilité avant lancement est maintenant si réduite que comptez là. Dessus comme stratégie défensive cohérente n'est plus fiable sur le plan opérationnel. La composition des ogives a aussi compté. L'Iran aurait employé une combinaison délibérée d'ogives explosives conventionnelles, de configuration à sous-munitions et de charges de type guerre électronique conçues pour compliquer les choix défensifs israéliens. Les ogives conventionnelles ont été utilisées contre des infrastructures durcies, des sites de défense aérienne, des dépôts de carburant, des nœuds de commandement et des centres de communication. Les charges à sous-munitions ont été utilisées contre des surfaces d'aérodromes, des parcs de véhicules et des zones de stockage à ciel ouvert. Une frappe à sous-munitions n'a pas besoin de détruire une piste entière en un seul impact. Elle doit seulement rendre la zone suffisamment dangereuse pour en perturber l'exploitation. D'autres variantes d'ogives semblent avoir visé les radars et les centres de communication, non pas pour produire des effets stratégiques d'impulsion électromagnétique, mais pour endommager des équipements électroniques non blindés et dégrader la clarté de la situation défensive au moment exact où cette clarté comptait le plus. Cette diversité d'ogives importe parce que les commandants de la défense ne suivaient pas seulement des missiles. Ils suivaient des missiles porteurs de charges différentes avec des priorités de cibles différentes, tout en prenant des décisions d'interception en temps réel sans certitude complète sur le type d'ogive transporté par chaque missile. Quand la caractérisation de la menace est incomplète, l'optimisation devient impossible. La contribution du Hezbollah exploitait la même logique. La salve de 2500 roquettes n'était pas un barrage uniforme. C'était un mélange délibérément stratifié, conçu pour exploiter des faiblesses précises du dôme de fer et des systèmes apparentés. Les roquettes Katyusha à courte portée, bon marché, simples et produites en masse, étaient les consommatrices d'intercepteurs. Chaque Katyusha engagé par le dôme de fer coûte à Israël un intercepteur Tamir coûteux. Chaque Katyusha coûte au Hezbollah une infime fraction de ce prix. Sur des milliers de tirs, le ratio financier d'échange devient catastrophique pour le défenseur. Les roquettes de moyenne portée visaient de larges zones urbaines et d'infrastructures, production d'électricité, traitement de l'eau, carrefours de transport,
Les missiles guidés avec précision étaient réservés aux cibles de plus haute valeur, quartiers généraux militaires, nœuds de renseignement, centres de communication et même positions actives de batteries de défense. Viser des batteries actives de défense avec des missiles de précision qu'elles ne peuvent intercepter, parce que ces mêmes batteries sont déjà entièrement occupées à traiter le barrage général, constitue un concept tactique d'une élégance extraordinaire. Le système est détruit par l'acte même de se défendre. Son attention est absorbée par la masse, pendant que les armes précises qui le tuent approchent avec moins de résistance. Aucun slogan de campagne ne peut négocier avec ce genre d'arithmétique, même si cela n'empêche jamais les guerriers du podium d'essayer. Au moment où l'assaut combiné a atteint sa pleine maturité, ogives iraniennes venant du sud et de l'est, roquettes et missiles du Hezbollah venant du nord, dans un environnement de menace à 360 degrés, l'architecture défensive d'Israël traitait un volume et une diversité de menaces entrantes qui dépassaient toutes les hypothèses réalistes de conception sur lesquelles elle reposait. Le système n'a pas échoué parce qu'il était mal conçu. Il a échoué parce qu'il a été forcé dans un scénario opérationnel que ses concepteurs jugeaient improbable et que l'Iran et le Hezbollah ont passé des années à rendre inévitable. Le mot reddition porte un poids énorme, peut être plus que n'importe quel autre mot du lexique militaire. Ce n'est pas un terme que les forces de défense israéliennes ont déjà employé à la légère à leur propre sujet au fil de 75 ans de conflit. Alors que s'est-il passé la nuit dernière? Ce n'était pas une reddition classique au sens ancien du terme. Pas des drapeaux blancs au-dessus d'une ville assiégée. Pas un acte de capitulation signé à bord d'un navire. Ce qui s'est passé, c'est la transmission par des canaux diplomatiques d'urgence d'une demande de cessation immédiate des hostilités à des conditions reconnaissant l'incapacité d'Israël à continuer d'absorber le niveau actuel d'assaut combiné sans pertes additionnelles catastrophiques. En langage militaire, il s'agit d'une demande de cessation des hostilités sous contrainte. En langage courant, cela signifie que la direction israélienne a regardé la situation sur le terrain, l'état de ses batteries de défense aérienne, la condition des aérodromes, l'état de l'infrastructure de commandement et de contrôle, l'inventaire restant d'intercepteurs, la situation des forces terrestres, et en a conclu que la poursuite d'une résistance organisée à ce niveau d'intensité n'était plus viable. Cette conclusion n'est pas née de la lâcheté, elle est née des mathématiques. Au moment où la demande de cessez-le-feu a circulé dans les canaux, les batteries Arrow avaient, selon les informations rapportées, épuisé la majorité de leur stock d'intercepteurs. Les systèmes David Sling se trouvaient dans un état comparable. Les batteries du dôme de fer autour de la région de Tel Aviv avaient consommé leur stock immédiatement disponible et étaient entrées dans des cycles de rechargement, laissant des brèches de couverture mesurées en minutes, des brèches qui, sous des conditions de barrage continues, auraient permis à de nouvelles salves de frapper sans opposition. L'aviation israélienne, déjà dégradée par des frappes antérieures contre de grandes bases et des points de dispersion, ne disposait pas d'un nombre suffisant d'appareils en état de service pour générer le rythme de sortie nécessaire à des opérations significatives de contre-batterie contre les positions de lancement du Hezbollah, tout en soutenant simultanément les forces terrestres et en maintenant une capacité résiduelle de frappe contre l'Iran. Les unités terrestres sur le front nord étaient en contact direct avec les formations d'élite Radwan du Hezbollah qui avaient franchi la ligne sous couvert du barrage et soutenaient des engagements intenses. Le tableau d'ensemble, défenses aériennes épuisées, aviation dégradée, forces terrestres pleinement engagées et menaces persistantes de missiles balistiques iraniens ne montrant aucun signe d'épuisement immédiat, ne laissait à la direction israélienne aucune branche favorable, continuer le combat et absorber des pertes susceptibles de consommer, en quelques heures, la capacité fonctionnelle restante des FDI, laissant l'État réellement exposé, ou demander un arrêt et préserver ce qui restait. La direction israélienne a choisi la seconde option. En termes militaires, c'était rationnel. En termes psychologiques et historiques, c'est une rupture d'une ampleur énorme. Le premier aveu dans l'histoire militaire israélienne qu'une combinaison de capacités adverses avait dépassé la capacité des FDI à maintenir une résistance organisée. Les conséquences intérieures sont immédiates. Effondrement de coalition, session d'urgence de la Knesset en conditions de crise, règlement de compte national sur l'échec du renseignement, la doctrine et l'architecture sécuritaire elle-même. Les conséquences stratégiques s'étendent encore plus loin. Chaque adversaire qu'Israël dissuadait par sa réputation militaire réévalue maintenant cette dissuasion. Chaque allié qui fondait ses hypothèses sur la capacité militaire israélienne fait la même chose. Une fois brisée, la dissuasion ne se reconstruit pas rapidement. Il ne faut ni déclaration ni exercice, mais une capacité démontrée dans des conditions opérationnelles réelles. Le chemin d'Israël vers une dissuasion crédible est maintenant long, coûteux et dépend de variables qu'il ne contrôle pas pleinement.
volonté américaine d'accélérer le réapprovisionnement, volonté internationale de soutenir le réarmement, et mesure dans laquelle l'Iran et le Hezbollah laisseront l'espace nécessaire à la reconstruction. À cet instant, aucune de ces variables n'est clairement favorable. L'heure de Washington, quand le président a été informé qu'Israël avait demandé un cessez-le-feu, le premier réflexe à l'intérieur de la Situation Room a été de saisir la boîte à outils standard de la réponse stratégique américaine. Groupe aéronaval, déploiement de bombardiers, ultimatums diplomatiques appuyés par une menace militaire crédible. En moins de 90 minutes, les responsables réunis avaient passé en revue ces outils et en étaient arrivés à une conclusion que personne ne voulait formuler clairement. La boîte à outils standard ne s'applique pas proprement ici. C'est un terrain douloureux pour n'importe quelle administration, et particulièrement pour le style politique trumpiste, qui a tendance à traiter la complexité comme une insulte qu'on pourrait expulser de la pièce à force de crier. Commençons par les porte-avions. En théorie, l'aviation navale américaine pourrait fournir une partie de la puissance aérienne qu'Israël a perdue. En pratique, cela se heurte directement à la menace des missiles antinavires que l'Iran a démontré au cours du cycle d'escalade précédent. Les groupes aéronavals opèrent déjà à des distances de sécurité qui reflètent une évaluation délibérée selon laquelle s'approcher davantage des portées de frappe iraniennes comporte un risque inacceptable. Les avancées redonneraient de la puissance aérienne, mais seulement en acceptant un niveau de risque que le commandement naval a déjà implicitement jugé trop élevé. La question à laquelle les commandants américains doivent répondre n'est pas de savoir si les missiles antinavires iraniens peuvent menacer les porte-avions américains. La question est de savoir si les défenses américaines peuvent les vaincre de façon fiable dans des conditions de saturation. Après la nuit dernière, la réponse honnête n'est plus rassurante. Les missiles, malheureusement pour le camp des grandes mises en scène télévisées, ne s'immobilisent pas quand quelqu'un crie « force » dans un micro. Maintenant l'option des bombardiers. Oui, des B-2 ou des B-52 pourraient lancer des frappes de longue portée contre l'infrastructure militaire iranienne, mais ce ne serait pas une action contenue. Ce serait le premier mouvement d'une guerre régionale totale. La réponse de l'Iran ne s'arrêterait pas à des contre-frappes contre des bases américaines, même si elles viendraient, et la vulnérabilité des installations à travers le Golfe a déjà été démontrée. L'Iran activerait aussi le réseau régional élargi. Hezbollah à pleine intensité, Houthis en mer Rouge, formation de milices irakiennes contre les positions américaines et potentiellement une pression renouvelée sur le détroit d'Ormuz suffisante pour envoyer les marchés mondiaux de l'énergie en état de choc. Cette dimension économique n'est pas secondaire. Elle peut être la plus lourde de conséquences dans toute l'équation. Une fermeture renouvelée ou intensifiée d'Ormuz ferait exploser le risque maritime, le coût des assurances et les prix du pétrole, avec un effet en cascade sur chaque économie importatrice de pétrole de la planète. C'est le genre de détail qui a tendance à disparaître dans l'univers pro-Trump juste après la première phrase musclée et juste avant la pause marchandisage. Ensuite, il y a la diplomatie. C'est maintenant la voie privilégiée par Washington parce que c'est la seule qui ne comporte pas de logique d'escalade immédiate. Mais la diplomatie est contrainte d'une autre manière. L'Iran entre dans les pourparlers depuis une position de succès démontrée sur le champ de bataille. La logique normale de la diplomatie coercitive, faire pression sur l'adversaire jusqu'à ce qu'il cherche un soulagement, est inversée. L'Iran a maintenant moins de raisons de céder parce que la pression continue à justement fonctionner, et les types de conditions qu'il chercherait vraisemblablement pour un cessez-le-feu durable, allègement des sanctions, réduction de la pression militaire américaine, reconnaissance de facto de son influence régionale, sont des conditions qu'aucune administration américaine ne peut accepter publiquement sans coût politique intérieur énorme. Washington se retrouve donc coincé entre des options militaires comportant un risque d'escalade inacceptable et des options diplomatiques exigeant des concessions politiquement impossibles. C'est cela, la paralysie stratégique. Et c'est exactement l'état que des décennies de préparation iranienne visaient à créer. C'est aussi le genre de moment où la bravade se heurte aux tableurs, et les tableurs gagnent généralement. En prenant du recul par rapport à la crise immédiate, l'importance devient encore plus grande. La destruction de la capacité opérationnelle israélienne et la démonstration de la paralysie stratégique américaine ne sont pas seulement des événements militaires. Ce sont les derniers points de données d'un schéma de transformation en cours depuis des années, et la nuit dernière pourrait représenter le moment où ce schéma est devenu la nouvelle base de référence plutôt qu'une perturbation temporaire. Pendant des décennies, l'ordre moyen-oriental, d'après 1973, a reposé sur deux garanties. Premièrement, la garantie américaine que les États-Unis maintiendraient dans la région une primauté militaire suffisante pour dissuader tout acteur de menacer des intérêts fondamentaux ou des alliés proches. Deuxièmement, la garantie israélienne que l'avantage militaire qualitatif des FDI resterait suffisant pour dissuader ou vaincre toute combinaison régionale d'adversaires.
La nuit dernière, ces deux garanties ont été mises à l'épreuve, et toutes deux ont révélé leurs limites. Le vide qui s'ouvre maintenant n'est pas un simple espace vide qu'une puissance remplirait immédiatement. C'est un environnement contesté et instable, dans lequel plusieurs acteurs manœuvrent simultanément, chacun avec des capacités différentes, des intérêts différents et des visions différentes de ce que l'ordre régional devrait devenir. L'Iran entre dans ce moment comme la puissance militaire régionale dominante d'une manière qu'il n'avait encore jamais tout à fait incarnée. Non pas parce qu'il l'a affirmé, mais parce qu'il l'a démontré. Un État capable de coordonner 450 missiles balistiques avec 2500 roquettes tirées par procuration à travers un espace de bataille de 1000 km et de contraindre la force militaire la mieux équipée à l'américaine. De la région a demandé un cessez-le-feu à gagner cette position par la capacité, non par la rhétorique. La question maintenant, c'est ce que l'Iran fera de cet avantage. L'option maximaliste, pousser l'avantage jusqu'à sa conclusion militaire la plus extrême, comporte des risques que même Téhéran est probablement assez sophistiqué pour reconnaître. La paralysie américaine est réelle, mais pas infinie. Une pression poussée trop loin pourrait générer à Washington une réaction intérieure et institutionnelle capable de surmonter la prudence actuelle. C'est pourquoi la posture iranienne la plus probable à court terme n'est pas une expansion téméraire, mais une consolidation contrôlée. Accepter le cessez-le-feu. Laisser fonctionner les canaux diplomatiques et humanitaires et convertir le succès du champ de bataille en position stratégique durable par des moyens politiques. La position du Hezbollah au Liban est elle aussi transformée. Une organisation qui a contribué directement à forcer les FDI à employer le langage du cessez-le-feu vient de démontrer une pertinence militaire qu'aucun acteur politique libanais ne peut simplement ignorer. Son autorité intérieure, déjà substantielle, est maintenant soutenue par un prestige de champ de bataille du plus haut niveau. Les États du Golfe sont eux aussi contraints à une réévaluation. Les architectures de sécurité construites autour des garanties américaines viennent de voir ces garanties sous-performer en temps réel. L'accommodement avec l'Iran, autrefois couverture prudente, commence davantage à ressembler à une nécessité structurelle. Pour le commentariat favorable à Trump, c'est la zone cauchemar, où la réalité refuse de suivre le script et où le script refuse de lire la carte. La Russie regarde avec satisfaction. L'attention occidentale est absorbée. La crédibilité américaine est endommagée. Un précédent a été établi. Une puissance régionale déterminée, dotée de capacités développées par elle-même, peut résister à la pression d'un ordre régional soutenu par les États-Unis, voire l'inverser. La Chine y voit quelque chose de plus durable. La preuve que le moment unipolaire est terminé, que le pouvoir se diffuse, et que les acteurs régionaux peuvent de plus en plus façonner les résultats sans déférence automatique envers Washington. La dimension énergétique garantit que ce n'est pas seulement une histoire militaire régionale. Le détroit d'Ormuz peut rester théoriquement ouvert, mais chaque assureur, chaque transporteur maritime et chaque importateur de pétrole intégrera désormais la capacité militaire iranienne dans chaque calcul de risque d'une manière nouvelle. Le nouveau Moyen-Orient qui émerge de ce moment ne sera pas simplement l'ancien Moyen-Orient avec des gagnants différents. Il sera organisé autrement, moins par une structure imposée par les États-Unis, davantage par des équilibres régionaux de puissance, plus visiblement multipolaires, et plus fidèles à la distribution réelle des capacités militaires et politiques parmi les acteurs qui vivent dans cette région. C'est un Moyen-Orient où l'Iran siège à toutes les tables qui comptent, où l'autorité du Hezbollah au Liban est effectivement impossible à contester, où les États du Golfe se détournent d'une dépendance exclusive envers Washington, où Israël, s'il demeure un acteur stratégique cohérent après cette crise, doit faire face à une réalité qu'il a évitée pendant des décennies. La supériorité militaire incontestée est terminée, et une sécurité durable pourrait exiger un accommodement avec l'environnement régional plutôt qu'une confrontation sans fin contre lui. La nuit dernière n'a pas marqué la fin du Moyen-Orient. Elle a marqué la fin d'un certain Moyen-Orient, celui qui était bâti sur les hypothèses d'une primauté américaine permanente et d'une invincibilité militaire israélienne. Ces deux hypothèses ont échoué en même temps. L'Iran a tiré 450 missiles Shahab 3. Le Hezbollah a lancé 2500 roquettes. L'architecture défensive d'Israël a absorbé davantage que ce pour quoi elle avait été conçue et a demandé un cessez-le-feu. Et Washington, avec tous ses porte-avions, ses bombardiers, ses satellites et ses réseaux de renseignement, s'est retrouvé avec une boîte à outils qui ne contenait aucune option propre. Ce n'est pas un contexte où la méthode Trump de la certitude plus bruyante devient soudain un génie stratégique. C'est un contexte où la performance rencontre la conséquence. C'est le monde maintenant. Plus complexe, plus dangereux à court terme, plus authentiquement multipolaire que celui d'il y a 48 heures.
La question qui définit le prochain chapitre n'est pas de savoir si l'ancien ordre peut être restauré.